Alors la même scène avec un éclairage différent au cas où c'était illisible. Malheureusement je ne possède pas de matériel. Donc ce résultat qu'on vient de voir ici, c'est-à-dire delta W égale moins PDV, je vais vous demander d'admettre qu'il peut être généralisé au cas d'une géométrie quelconque. Ici on a pris une géométrie avec simplement un déplacement selon x. Si on prenait un dl quelconque, ça fonctionnerait quand même. On va l'admettre. Alors cependant, la généralisation suppose que la pression extérieure est uniforme. Et donc propriété, si la pression extérieure exercée sur les parois du système est uniforme, alors le travail reçu, le travail des forces de pression sur le système lors d'une transformation infinitésimale s'écrit delta W égale moins P ext dV, différence de volume. Si j'appelle le système S, dV est la variation de volume de S. Alors dans le cas d'une transformation macroscopique, il n'y a plus qu'à sommer toutes les petites variations infinitésimales. Donc une transfo macroscopique se décompose en transformation infinitésimale, c'est-à-dire qu'on a juste à sommer les différences de volume entre chaque état intermédiaire successif, et de même pour le travail reçu entre chaque état intermédiaire successif. Et on a le travail pour aller de l'état initial à l'état final, qui va être égal à l'intégrale entre ces deux états des travaux échangés. Et donc ça vaut moins intégrale de I à F de la pression extérieure fois dV. Ceci sur un certain chemin suivi que je vais appeler gamma. Donc I c'est l'état initial
F, ça désigne l'état final, et gamma, c'est le chemin suivi. Ceci parce qu'en général, ce travail doit dépendre du chemin suivi. Ceci parce que les forces de pression ne sont pas conservatives. Et donc, pour faire ce calcul, il faut connaître la pression extérieure à chaque état intermédiaire. Alors, quelques cas particuliers. Alors déjà, le cas le plus simple où calculer un travail, ça va être le cas de la transformation isochore. Dans le cas d'une transformation isochore, comme son nom l'indique, V égale constante, donc dV égale 0, donc W égale 0, les forces de pression ne travaillent pas. Ensuite, on peut penser à la transformation monobar. Dans la transformation monobar, on connaît déjà, je peux oublier ça, on connaît déjà la pression extérieure, par définition. Donc on a l'intégrale de Px dv qui va devenir, avec Px égale constante, quel que soit le chemin emprunté gamma, moins Px intégrale de I à F dv. Et alors ça, c'est juste volume final moins volume initial. Ça nous fait moins Px Vf moins Vi. Avec Vf le volume final et Vi le volume initial. Maintenant, nous allons définir un autre type de transformation, les transformations réversibles. Alors tout d'abord, on peut se demander à quelle vitesse va se passer une transformation. Et on peut voir que
la nature des états intermédiaires va dépendre de la vitesse de la transformation. En effet, on a vu qu'on pouvait accorder aux états une qualité être à l'équilibre ou ne pas être à l'équilibre. Or, pour atteindre l'équilibre thermodynamique, on a vu qu'il y avait deux conditions, l'équilibre mécanique et l'équilibre thermique. Pour ces deux états d'équilibre, il faut un certain temps pour arriver à cet état d'équilibre. Donc, par exemple, pour l'équilibre mécanique, il faut attendre que la pression soit uniforme dans tout le système. Ça se fait assez vite. Après une variation de volume, on va avoir une propagation de la déformation dans tout le système et ça va finir par s'homogénéiser. Même chose pour l'équilibre thermique, si on change la température à un endroit du système, il va falloir attendre que ce changement de température se répercute sur le reste du système pour atteindre de nouveau une température uniforme et un équilibre thermique. Donc on peut définir des transformations pour lesquelles ces conditions-là sont réunies, et ça s'appelle des transformations quasi-statiques. Une transformation quasi-statique est une transformation qui passe par une succession d'états d'équilibre. Infiniment proches. C'est-à-dire que tous les états intermédiaires du système vont être des états d'équilibre. Donc ça se fait que si la transformation est assez lente. Afin que les équilibres mécaniques et thermiques puissent s'établir. Par exemple, si on prend encore le cas du piston et qu'on ajoute sur le piston une masse afin de comprimer le gaz. Alors cette masse, on peut l'ajouter de deux façons. Soit on prend une brique et on la lâche sur le piston. Et alors si on fait ça, on va avoir une variation brutale du volume. Là, on est sur une transformation qui n'a aucune chance d'être quasi-statique. Ou alors, on peut verser du sable très 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 lentement sur le piston jusqu'à atteindre la masse souhaitée. Et alors si on le fait assez lentement, on a une augmentation progressive de la masse. Et là, dans ce cas, si on le fait assez lentement, on va avoir une transformation quasi-statique. Alors bien entendu, si vous regardez des temps assez petits, il y aura toujours des variations brutales. La transformation quasi-statique, c'est un modèle de pensée afin de voir la différence entre ces deux types de transformations. Ici, on va dire que c'est quasi-statique, même si on pourra toujours trouver des variations à des temps assez courts, donc par exemple entre deux grains de sable. Mais d'un point de vue plus global, on a l'impression qu'ici la variation se fait doucement, alors qu'ici la variation est brutale. C'est ça l'esprit de la transformation quasi-statique. Ensuite,
il y a une propriété sur laquelle on reviendra énormément quand on parlera d'entropie et de deuxième principe. Il y a une propriété qui s'appelle la réversibilité. Pour l'instant, on va la définir à minima en disant qu'une transformation est mécaniquement réversible si elle est quasi statique et que la pression est égale à la pression extérieure à tout instant. Alors une transformation réversible, c'est une transformation qu'on peut faire dans les deux sens. Donc ça veut dire par exemple ici que on va supposer qu'il n'y a pas de frottement, de dissipation lorsque le piston va se déplacer. S'il y avait des frottements, alors on aurait une perte d'énergie quand le piston se déplace dans un sens et une perte d'énergie dans l'autre sens. Alors qu'une transformation réversible, on devrait avoir exactement le même état, quel que soit le sens dans lequel on fait la transformation. Donc on devrait avoir, si on a une perte d'énergie dans un sens, un gain d'énergie dans l'autre. Donc la réversibilité. La propriété qui s'ensuit, c'est que au cours d'une transformation mécaniquement réversible, le travail reçu par le système c'est delta W égale moins PdV, vu que P égale P extra. Donc on a W égale moins intégrale de PdV entre un état initial et un état final. Donc je ne l'ai pas précisé, mais si la transformation est quasi statique, tous les états intermédiaires sont des états d'équilibre. Donc on peut bien parler de la pression du système, la pression P du système, et on a réversibilité si la pression est égale à la pression extérieure. Lors d'une transformation isobare, qu'on va examiner maintenant, le système est à l'équilibre mécanique. A est égale constante. Donc on va pouvoir dire, dans le cas où aussi on a un équilibre thermique, que la transformation est monomère. Pardon. Qu'est-ce que je raconte? Le système est à l'équilibre mécanique, P égale constante. Si il y a
également équilibre thermique. Alors la transformation, elle est quasi-statique. Elle est monobar, parce qu'on va avoir P égale P extre. Et donc, réversible. Monobar, s'il existe une paroi mobile. Et alors dans ce cas, on va pouvoir écrire un certain nombre de choses. La pression est constante. Alors on peut écrire W égale moins P0 VF moins VI avec P0 la pression du système. On va appliquer tout ce qu'on vient de dire pour faire quelques exemples au cas du gaz parfait. Donc on va supposer ici que notre piston contient un gaz parfait. Alors on peut faire le calcul dans plusieurs cas de figure. Donc on peut commencer par exemple par une évolution isobar. Alors si on a une évolution isobar d'un gaz parfait, on va avoir W égale moins l'intégrale IF de P0 dV. Et alors ça nous donne W égale moins P0 VF moins P0 VI. Or, pour le gaz parfait, PD égale nRT, on va avoir moins nRTF moins nRTI, et donc W égale moins nRTF moins TI. Et donc pour le gaz parfait, une évolution isobar se résume à un changement de température. Maintenant, on peut regarder ce que c'est qu'une évolution isotherme pour un gaz parfait, si elle est mécaniquement réversible. Donc là, on calcule le travail des forces de pression pour une évolution isotherme. Toujours dans le cas du gaz parfait, on va avoir T0 égale TI égale TF. Alors dans ce cas, on peut exprimer P comme nRT0 sur V, quel que soit l'état du système. Et donc on connaît P à tout instant. Donc on peut sommer simplement les travaux élémentaires, moins PdV de l'état initial à l'état final, ce qui nous donne moins nRT0 intégrale de I à F de dV sur V. Et donc là encore, on est capable de calculer le travail, puisque l'intégrale
de la fonction inverse, c'est le logarithme. Une première expression. Et si on remarque que PIVI égale PFVF pour une évolution isotherme, on a VF sur VI qui vaut PI sur PF. Et donc le travail, je peux l'écrire aussi en fonction des pressions, si je veux. Et alors, si je change le sens ici pour faire PF sur PI, ça me met un moins devant le log qui s'annule ici, ça fait plus. Ces calculs, ils sont à savoir refaire. Les résultats ne sont pas à savoir par cœur. Et enfin, il y a un autre exemple de transformation qu'on peut donner. Il y a la transformation polytropique, Nagas parfait. Alors l'évolution polytropique, elle est telle que PV puissance K égale constante avec K supérieur à 0. Alors elle peut vous sembler sortir d'absolument nulle part. On verra plus tard en quoi elle est intéressante. Pour l'instant, on va juste la prendre comme une donnée. Et alors dans ce cas-là, on a PI VI puissance K à l'état initial qui vaut pour un état intermédiaire PV puissance K et qui vaut pour l'état final PF VF puissance K. Alors si on calcule le travail des forces de pression, on va avoir F. Alors ici on est dans un cas mécaniquement réversible. On a les forces de pression à l'intérieur du gaz pour calculer le travail. Oui, j'ai peut-être pas assez insisté là-dessus. Donc le changement de point de vue qu'on a pris en mettant cette condition de réversibilité, c'est bien on peut remplacer la pression du calcul ici. Donc la pression, on a montré que le travail de force de pression était dû aux pressions extérieures. Mais alors dans le cas d'une évolution réversible, ces pressions extérieures sont égales à la pression à l'intérieur du système qui est homogène. Et donc on peut remplacer la pression extérieure par la pression du système dans le calcul du travail. C'est pour ça que je peux écrire tout ça. Alors je peux remplacer P ici par PI VI puissance K sur V puissance K en utilisant la première égalité ici. Donc je vais avoir PI VI sur V puissance K dV. Mais alors ça et ça ne dépend pas de V. Donc je peux les sortir de l'intégrale. Ce qui nous donne intégrale de VI à VF de dV sur V puissance K. Alors ça c'est une intégrale classique. Ça fait V puissance moins K. dV. Et alors la primitive de V puissance alpha, c'est 1 sur alpha plus 1, V puissance alpha plus 1. Donc ici, ça se traduit en moins PI puissance K fois VF puissance moins K plus 1 sur moins K plus 1 moins VI puissance moins K plus 1 sur moins K plus 1. Autrement dit, on a 1 sur K moins 1 facteur 2 avec le moins qui passe à l'intérieur ici. Non, pardon, avec le moins qui a été annulé là, on a PI VI puissance K VF puissance 1 moins K moins PI VI puissance K VI puissance 1 moins K. Donc je vois que là je vais avoir PI VI
Et là, je peux changer le PI VI puissance k en PF VF puissance k, selon la relation ici. Donc, W égale 1 sur k moins 1, facteur de PF VF puissance k VF puissance 1 moins k, moins, et l'autre c'était simplifié avec VI puissance k, c'est simplifié avec VI puissance moins k, ça nous fait PI VI. Et donc ici ça fait PF VF, et donc on a W qui vaut 1 sur k moins 1, PFVF moins PIVI. Donc le facteur k ici, pour lequel on appelait cette évolution polytropique, on le retrouve au dénominateur ici. Et ça, pour un gaz parfait, c'est aussi égal à la place du 1, je vais mettre NR, et ça fait TF moins TI. Donc encore une fois, on a une évolution qui dépend que de la température finale et initiale, à savoir retour. Donc on a vu maintenant quelles étaient les conditions pour calculer les travaux des forces, et on a vu également plusieurs cas de calcul dans le cas du gaz parfait. Pour finir le cours d'aujourd'hui, on va voir comment on représente les transformations dans le diagramme PV. Alors déjà, une petite subtilité. Pour l'instant, le diagramme PV, je l'ai appelé diagramme de Clapeyron. À proprement parler, le diagramme de Clapeyron, c'est le diagramme P petit v. Avec petit v, le volume massique. Le diagramme PV avec le volume tout court, c'est le diagramme de Watt. P grand V. Les deux représentations sont totalement équivalentes pour un système fermé, ce qui est le cas de ce chapitre. Alors, si on veut faire des représentations graphiques, on a besoin de définir la pression et le volume. Pour que la pression soit définie, il faut nécessairement qu'on ait une transformation quasi statique. Donc lors d'une évolution quasi statique, la pression P est uniforme dans le système. Et on peut la représenter en fonction des autres variables. Alors, on va prendre comme exemple deux transformations, une détente et une compression d'un gaz. Donc une détente d'un gaz. Alors
diagramme PV, une détente d'un gaz, ça va être une évolution d'un état 1 à un état 2. S'il y a détente, ça veut dire que le volume est plus grand et la pression plus basse. À l'état final. Si je veux calculer le travail, infinitésimal, delta W, c'est moins P de V dV. Mais alors, dV, c'est une petite distance sur l'axe des abscisses. Et donc vous voyez qu'ici, je suis en train de calculer l'air sous cette portion de courbe. Et donc en fait, je suis en train de redéfinir une intégrale. Donc ça va être moins dA. Si j'ai ça, je l'appelle dA, cet air. Puis je peux définir l'air total sous la courbe. Grand A. Curvé. Et donc le travail pour aller de 1 à 2, c'est moins l'intégrale de 1 à 2 de P de V dV. Et c'est donc moins l'air total sous la courbe. Ici, on a bien un travail négatif parce que le système a poussé les parois, il a fourni de l'énergie à l'extérieur. A l'inverse, si on a une compression d'un gaz, on va avoir dans le diagramme de Watt quelque chose par exemple comme ça. On peut imaginer quelque chose comme ça. Peu importe la forme. Et donc ici, même chose. Je vais pouvoir définir l'air total sous la courbe A. Et cette fois-ci, le travail, ça va être l'intégrale de moins P de V dV de 1 à 2. Et là, pour le coup, ça va être plus A. On a un changement de signe parce que le dV se fait dans l'autre sens. C'est à ça que je réfléchissais. Ici, on a bien dV positif quand on va balayer l'air. Ici, quand on va balayer une aire, on aura dV négatif. Donc si je fais ça, le dV il est inférieur à 0 ici. Voilà. C'est pour ça qu'on a un changement de signe. Et donc on peut dire comme propriété, dans un diagramme de Watt, l'air sous la courbe représentant une transformation qui est distatique
est lié au travail des forces de pression par W égale plus A si le volume final, ici V2, est inférieur au volume initial. W égale moins A, clair sous la courbe. Cette R, ça fait A. Si le volume final est plus grand que le volume initial, si on a une détente. Et donc on note bien ici que pour aller d'un état 1 à un état 2, j'aurais pu prendre n'importe quel chemin. Hein, j'aurais pu faire, parler de là à là, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Et donc, pour un même état initial, pour les mêmes états initiaux et finaux, pardon, pour les mêmes états initial et final, il y a plusieurs chemins possibles dans le diagramme de Watt. Et donc pour chaque, le travail peut être différent. Donc les forces de pression sont bien non conservatives. Pour finir, nous allons nous intéresser au cas des transformations cycliques. Donc ça c'est un grand classique parce que ça revient dans plein de machines, dans une machine à vapeur, dans un moteur d'explosion, dans un frigo, on va avoir des transformations cycliques d'un fluide. Une transformation, elle est dite cyclique si l'état initial et l'état final sont identiques. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de transformation. Dans le diagramme de Watt, une transformation cyclique est représentée par une courbe fermée, puisqu'on revient au même point. Alors par exemple, on peut avoir une transformation dans le diagramme PV qui ressemble à ceci. Toc. Je passe d'un état A à un état B, puis de l'état B je reviens à l'état A. Et donc l'état initial c'est A et l'état final c'est A. Donc la question c'est que vaut le travail quand j'ai fait un tour. Et donc pour ça le mieux c'est de décomposer. On va prendre une transformation de A à B,
ça c'est la transformation 1, et de B à A, ça c'est la transformation 2. On va calculer le travail. Alors si on décompose la transformation, on va avoir d'un côté la transformation de A à B. Alors celle-ci, elle se fait comme ça avec un arc. Donc ce que ça veut dire, la forme de cet arc, ça nous donne l'évolution de la pression au cours de la transformation. Ici, on a la pression qui augmente un petit peu au début, puis après qui descend. De plus en plus vite. Et donc là, on va pouvoir définir l'air sous la courbe. On va l'appeler A1. Et le travail de A à B, c'est donc, comme le volume est plus grand en B, le système a fourni de l'énergie à l'extérieur, donc moins A1, le travail reçu par le système. Le deuxième chemin, c'est de B vers A, alors avec au début une augmentation de volume, une diminution de volume sans changement de pression, puis après la pression qui change de plus en plus vite. Toc. Et alors là, ça pourrait être une isotherme d'un gaz parfait par exemple, s'il n'y avait pas d'asymptote horizontale ici. Ici, on va avoir une aire A2, qui ici est plus petite que l'aire A1. Et alors dans ce cas-là, on a W de A vers B qui vaut plus A2. Et donc, pour un tour, c'est-à-dire pour un cycle, W cycle, c'est la somme des deux. Ça, c'était de B vers A. Sur le chemin A2. Et donc ici, on a W6 qui vaut moins A1 moins A2. Donc ça fait moins A cycle, à condition d'appeler A cycle l'aire comprise à l'intérieur de la courbe fermée. Voilà pour le travail sur une transformation cyclique. Et alors, on va pouvoir donner une propriété générale ici. Lorsqu'un système subit une transformation cyclique quasi-statique, le travail échangé avec l'extérieur est égal en valeur absolue à l'aire sous la courbe. À l'aire du cycle, alors, à l'aire comprise entre les deux courbes, à l'aire du cycle dans le diagramme de Watt. On a W cycle égale A cycle. Alors, deux cas possibles maintenant. Si le cycle est parcouru dans le sens horaire,
alors l'air à l'aller est plus grande que l'air au retour, et on a W cycle qui est inférieur à 0. Et dans ce cas-là, on va dire que le cycle est moteur. Pourquoi? Parce qu'il a donné de l'énergie au total à l'extérieur. Un cycle moteur. Là, c'est parce que sur un tour, donc quand j'ai fait un cycle avec mon système, au total, j'ai perdu l'énergie, j'ai donné au milieu extérieur, et donc ça, c'est un cycle moteur. A l'inverse, si on avait parcouru le cycle dans l'autre sens, on aurait gagné de l'énergie. Dans ce cas-là, on parle de cycle récepteur. Donc en sens direct, on a W cycle qui est supérieur à 0, le cycle est récepteur. On va recevoir de l'énergie. Donc voilà pour ce grand 2 sur le travail des forces de pression. La prochaine fois, on verra comment on quantifie les échanges d'énergie et quelles sont les conditions d'équilibre thermique. Quels sont les noms des transformations associées. Voilà, à bientôt.